Charles Hernu, l'ancien ministre socialiste de la Défense, accusé d'espionnage en faveur des pays de l'Est. Privatisation de Thomson, le choix du repreneur n'est pas encore définitif. Il y aura débat à l'Assemblée nationale, déclaration d'Alain Juppé. Vienne, plus de 8000 œuvres d'art confisquées à des juifs autrichiens par les nazis pendant la guerre sont mises en vente. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une révélation et une accusation très grave que le magazine L'Express publiera demain. Charles Hernu, ancien ministre socialiste de la Défense, mort en 1990, aurait espionné au profit des services secrets de l'Est dans les années 60. La révélation en a été faite au président Mitterrand en 1992, 2 ans après sa mort. Celui-ci aurait demandé que l'information soit considérée comme secret d'État. Jeff Wittenberg, Didier Guyot. Les archives des services secrets de l'ex-Union soviétique n'ont décidément pas fini de parler. À la Loubianka, au siège de l'ancien KGB à Moscou, un dossier restait mystérieux. L'hebdomadaire L'Express affirme qu'il concerne Charles Hernu, l'ancien ministre de la Défense. François Mitterrand a été le premier informé. De la bouche du patron de la DST, il apprend en 92 que son ancien ministre de la Défense, mort 2 ans plus tôt, a été un agent de l'Est. Tout commence en 1953. Hernu, un jeune espoir en politique, membre de la gauche radicale, est un bon vivant, en proie à des difficultés financières. Les Bulgares sont les premiers à le contacter. Moyennant l'équivalent de 2500 francs actuels, il devient André, son nom de code, et fournit ses premiers renseignements. Un portrait de Gaston Defferre, une fiche sur François Mitterrand. Puis ce sera le KGB. Vladimir Erofeyev, un maître espion, devient son agent traitant. Pour l'équivalent de 15 000 francs d'aujourd'hui, Hernu renseigne l'URSS. Pas des secrets d'État, mais encore des indiscrétions sur la vie politique de l'époque. Avec l'argent récolté, le député Hernu finance ses campagnes. 1958, les services roumains ont récupéré le précieux informateur. Dinou est son nouveau pseudonyme. Charles Hernu est appointé par la Securitat. Il fournit encore et toujours des synthèses politiques au profit du bloc de l'Est en pleine guerre froide. Les révélations s'arrêtent à cette époque. Beaucoup plus tard, en 81, Hernu devient ministre de la Défense. Question, les services de l'Est se servent-ils alors de son passé pour faire pression sur lui ? Ce que l'on sait, c'est que Ceausescu, le numéro 1 roumain, a bel et bien demandé un rapport sur l'activité du ministre. Bucarest a tenté de renouer le contact, mais en vain. Charles Hernu, agent de l'Est, aujourd'hui, ceux qui l'ont connu ne veulent pas y croire. Je ne suis pas dans les archives du KGB ni dans les archives de Ceausescu. Bon, Jean-Marie Fronto dit ça. Maintenant, moi, je n'en sais rien. Donc là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été fait dans son action d'homme politique. Jamais je n'ai entendu parler d'une telle affaire. Jamais aucune accusation, ni supposition, ni suspicion dans ce sens. Donc c'est pourquoi je n'y crois pas. Il vient après Pierre Cotte, il vient après Jean Moulin dans la liste des accusés. Alors vraiment, je préfère, en attendant des preuves qui ne viendront sans doute jamais, conserver mon amitié à Charles Hernu. La clé de l'énigme se trouve sans doute à Moscou. L'ex-KGB n'a pas fini de distiller les informations. Les députés débattent depuis ce matin du budget de la sécurité sociale. Sur le terrain du financement du déficit, ils ont déjà apporté quelques modifications au projet initial du gouvernement, notamment sur la taxation des alcools. Et apparemment, l'ensemble de la majorité votera le budget. Frédéric Crotta. Ce sont les chiffres qui jugent et qui vous jugent et qui nous jugent. Et Monsieur Drey, vous comprendrez... Des débats animés, l'Assemblée en a vu plus d'un, mais un débat animé sur les comptes de la Sécu, jamais. Normal, c'est la première fois que les députés vont pendant 2 jours examiner le financement des comptes sociaux. Le budget de la Sécu, c'est 1700 milliards de francs, supérieur au budget de l'État. Bien plus que les secteurs famille ou retraite, c'est le secteur de l'assurance maladie qui pose problème. Le gouvernement a donc décidé de plafonner à 600 milliards de francs les dépenses de santé, ce qui provoque la colère des médecins, une attitude que dénonce avec véhémence le ministre du Travail. Nous sommes en face, dans certains départements, d'une propagande malhonnête. L'image que nous avons de cabinets médicaux fermés, c'est une affabulation. Depuis 1 an, comme je viens de le montrer, les dépenses sont stabilisées et qui, en France, peut prétendre qu'il n'a pas été soigné ? Même s'ils votent le texte, certains élus UDF restent sceptiques quant à l'objectif fixé par le gouvernement pour les dépenses. Mais c'est avant tout l'opposition qui tire à boulet rouge. Ce premier anniversaire du plan Juppé se fait quand même sur une annonce qui est exécrable.
100 milliards de déficit fin 97 au lieu du retour à l'équilibre comme le Premier ministre l'avait annoncé. Pour les ressources, le gouvernement prévoit l'élargissement de l'assiette de la CSG et des nouvelles taxes sur le tabac et l'alcool. Une augmentation de 17% sur les alcools forts comme le cognac était prévu, mais finalement tous les spiritueux seront concernés, y compris le vin et la bière, sans oublier les sodas alcoolisés. Un premier compromis de nature à calmer la fronde de certains députés de la majorité. Commune avec le projet de loi de finances. Parmi les mesures destinées à réduire le déficit de la sécurité sociale, l'établissement du carnet de santé que chaque Français va recevoir. Il est en service à partir d'aujourd'hui. Reportage Christophe Larocca, Olivier Combes. Les médecins se sont transformés en pédagogues aujourd'hui en Midi-Pyrénées. 10 minutes en début de chaque consultation pour expliquer comment va fonctionner le carnet de santé. Il est en théorie anonyme, mais votre nom y figurera, ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Tout acte médical y sera mentionné. Votre médecin devra cependant vous consulter pour y inscrire des informations sensibles. Tant que vous vivez seul, personne ne met le nez là-dedans. Forcément tout va bien. À partir du moment où vous êtes entouré par quelqu'un, tout le monde ne vous voulant pas que du bien, hein, on peut effectivement redouter de tout inscrire là-dessus. Personnellement, c'est un petit peu comme une carte bancaire dont on garde le code secret dans la tête. Le carnet de santé, on n'est peut-être pas obligé de le laisser traîner un petit peu partout, entre les mains de tout le monde aussi. Il doit y avoir un moyen de le garder confidentiel soi-même aussi. C'est pourtant le manque de confidentialité qui dérange la majorité des médecins. Difficile de préserver le secret médical, notamment entre conjoints. Vous avez le droit à votre confidentialité dans le couple, hein, et ce carnet, là, c'est sûr, ne la respecte absolument pas. Parce que vous vivez dans un même lieu, vous avez quelqu'un qui vit avec vous tous les jours, il sait forcément où est caché votre... vous n'allez pas aller le mettre, je ne sais pas moi, dans le grenier. Cette confidentialité-là vous semble pas suffisante? Absolument pas suffisante. Aucune sanction ne sera appliquée pour l'instant si vous oubliez votre carnet de santé, mais cette disposition pourrait évoluer à l'avenir. Une échelle de sanctions pourrait être déterminée, pouvant aller du remboursement partiel ou du non-remboursement partiel au total d'une visite ou d'une consultation. Enfin, ne vous alarmez pas si vous n'avez pas reçu votre carnet de santé. L'acheminement prendra encore plusieurs semaines. La privatisation de Thomson au profit du groupe Lagardère et du coréen Daewoo, on pouvait croire l'affaire réglée malgré les protestations du monde politique et économique. Eh bien, le Premier ministre Alain Juppé est intervenu à l'Assemblée aujourd'hui pour dire que la décision définitive du choix du repreneur pouvait encore être débattue. Jean-Paul Chapelle, Claude Sicard. La réunion annuelle a tourné court au siège de Thomson. Les syndicats ont quitté le comité de groupe. Ils se sont rassemblés ce midi dans le hall pour protester contre ce qu'ils appellent le bradage de l'entreprise, contre le manque d'informations. Opaque telle qu'elle est, qui fait qu'on exclut tout débat, tant parlementaire qu'au niveau du syndical, des représentants des salariés. Et puis c'est le coût qui fait qu'en fait on fait un cadeau royal aux petits copains de son matra. Quelques heures plus tard, à l'Assemblée, le Premier ministre semble répondre à ces critiques en promettant un grand débat. Je demanderai que soit organisé à l'Assemblée nationale un grand débat public sur tous les aspects de ce dossier, financiers, industriels et sociaux, de façon que l'on joue carte sur table avant que la décision du gouvernement ne soit prise et chacun prendra alors ses responsabilités. Le patron de Thomson Multimédia n'a pas attendu l'annonce de ce débat pour affirmer que son entreprise vaut plus qu'un amoncellement de dettes. Selon lui, elle est mécaniquement rentable. Encore faudrait-il que cet avis soit partagé par la commission de privatisation. Pour l'instant, elle se retranche derrière un silence total. C'est elle pourtant qui dira si oui ou non le gouvernement a fait le bon choix. Décision attendue début décembre. Alors Françoise Laborde, il y a tout de même de quoi être interloqué. On pensait la décision gouvernementale pesée, sous-pesée, et voilà que tout est remis en cause. Disons qu'il y a à dire effectivement sur cette décision et que le gouvernement reconnaît implicitement qu'il y a eu quelques maladresses. La procédure choisie, le gré à gré, si elle s'explique par le secteur de l'entreprise touchant à la défense et donc au secret, manque en effet de transparence. La formule utilisée, vente pour un franc symbolique, qui plus est, à un groupe coréen, a été mal perçue par l'opinion publique, par les salariés, s'agissant d'une entreprise certes endettée, mais à la pointe de la recherche dans sa catégorie. Tout ça a suscité des réactions du rival malheureux, Alcatel,
de la direction de l'entreprise elle-même. C'est du jamais vu dans une affaire de privatisation. Du coup, eh bien, le gouvernement met en effet en avant la suite de la procédure, l'indépendance de la commission de privatisation qui va rendre un avis qui va s'imposer au gouvernement. Mais jusqu'à présent, cette commission n'a jamais rendu d'avis contraire au choix des pouvoirs publics. Et puis, alors que le Parti socialiste réclame une commission d'enquête parlementaire, Alain Juppé propose un débat à l'Assemblée, mais ce débat aura lieu après l'avis de la commission. Là encore, c'est du jamais vu. Disons que c'est une façon d'assouplir la procédure sans lâcher sur le fond, sauf surprise, car le feuilleton doit encore durer pendant un bon mois. Le président de la République, à l'occasion du 50e anniversaire du Conseil économique et social, affirme qu'il n'y a pas de démocratie moderne sans une démocratie sociale et il appelle tous les Français à être unis et solidaires dans la poursuite des réformes nécessaires. La Corse maintenant, la litanie des attentats. Le maire de Bonifacio a vu sa voiture détruite par une charge explosive, c'était la nuit dernière. Et puis cet après-midi, devant les députés, Alain Juppé a réaffirmé qu'il ne se laisserait pas intimider, ni par les menaces, même personnelles, ni par les mensonges des nationalistes corses. Carole Comon, François Granier. La réponse aura été rapide. 24 heures après les accusations du leader nationaliste corse François Santoni, le Premier ministre a tenu à faire lui-même une mise au point. Je suis surpris, je dois le dire, qu'on puisse mettre en balance les allégations d'un terroriste, condamné par la justice de la République, recherché par la police de la République, et la parole du gouvernement de la République. C'est une étrange inversion des valeurs et de la morale. Je dis ici que je ne me laisserai intimider ni par les menaces, fussent-elles personnelles, ni par les mensonges. Une mise au point encore accueillie avec prudence par l'opposition. C'est les actes qui comptent, les propos on en entend en tous sens depuis déjà un certain nombre de mois. Donc on jugera aux actes et à la continuité de la politique. Mais dans les couloirs, les députés de la majorité se sont félicités de cette fermeté réaffirmée aujourd'hui par Alain Juppé. Moi je crois à la parole du Premier ministre et que M. Santoni reste dans ses montagnes s'il le veut et avec son plastique et sa dynamite. Au moins, maintenant, il y a une position claire. On ne peut pas alterner des positions de fermeté d'une part en disant nous poursuivrons, nous sanctionnerons, et en même temps mener des négociations qui sont troubles, en tous les cas, que l'opinion publique ne comprend pas. On peut penser qu'il y a une divergence de politique, que le ministre de l'Intérieur prend une politique qui ne serait pas celle de la fermeté par rapport à celle qu'a souhaité mettre en œuvre le Premier ministre. Je crois que M. Santoni joue entre les deux et je pense qu'il échouera. Le Premier ministre cherchait aujourd'hui à lever toute ambiguïté. L'opération est apparemment réussie, en tout cas à l'Assemblée. Attentat la nuit dernière contre le domicile du député maire de Béziers, Raymond Couder. Il n'y a pas eu de blessés, mais des éclats de verre sont tombés dans le lit de sa petite fille, au risque de la toucher. Pour l'instant, l'attentat n'est pas revendiqué. Seul élément qui ne peut pas pour l'instant être relié à l'affaire, une manifestation des commerçants du CDCA à Béziers avait eu lieu quelques heures auparavant. Au Luxembourg, c'est l'impasse. Les ministres européens de l'agriculture ne sont pas parvenus à un accord sur une éventuelle augmentation des primes destinées aux éleveurs de bovins touchés par la crise de la vache folle. Le ministre de l'Agriculture français, Philippe Vasseur, estime que les propositions de ses collègues sont inacceptables. Jean-Yves Perrin. Nous en allons ou alors n'est pas comme ça. C'est impossible. C'est même de la provocation. Philippe Vasseur est en colère et il l'a dit ce matin à ses collègues du Conseil des ministres. Et surtout à la Commission européenne qui traîne les pieds pour aider les éleveurs les plus touchés par la crise de la vache folle. Ah bah oui, c'est toujours compliqué. Oui, c'est compliqué. Et vous ne croyez pas que la situation des éleveurs dans le Massif central, elle est compliquée non plus, non? C'est là où il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je sais bien que les choses sont compliquées, la vie n'est pas simple, mais on doit quand même être capable de surmonter ce genre de problèmes, qui sont quand même des problèmes d'intendance, avec un I majuscule, au sens le plus noble du terme, lorsqu'il y a des intérêts qui sont des intérêts de survie pour certaines régions françaises et européennes d'ailleurs. Le blocage semble suffisamment dur pour que le Conseil ne reprenne que demain matin. La présidence irlandaise a donc la nuit pour élaborer un texte de compromis. Mais le ministre français aura du mal à obtenir plus de 500 francs d'aide exceptionnelle par broutard, ce qui risque de décevoir sérieusement les manifestants de la semaine dernière.
La tempête qui a sévi principalement sur la Bretagne et la Grande-Bretagne s'est éloignée cet après-midi. Avec des vents de 140 km/h parfois, elle a emporté un adolescent, c'était à Saint-Malo. Le mauvais temps a également fait 4 victimes en Angleterre. Mathieu Huchet. Hélicoptères de la sécurité civile et patrouilles de pompiers sur les plages. Toute la journée, les secours de Saint-Malo ont recherché en vain un adolescent de 15 ans happé hier par une vague alors qu'il faisait du vélo le long de la digue. Il est difficile de prévoir l'évolution, la direction que le corps peut prendre compte tenu des courants, des marées et des vents. Malgré les mises en garde, les badauds étaient nombreux la nuit dernière à venir admirer la tempête comme ici à Étretat. Cause de ce mauvais temps, l'ouragan Lily, venu d'Amérique centrale, il a traversé l'Atlantique pour venir s'échouer sur les côtes européennes. Mais si en France, quelques habitations ont été endommagées, c'est la Grande-Bretagne qui a été le plus durement touchée. Les 2 occupants de cette voiture ont été tués sur le coup et toute la nuit, les rafales de vent de plus de 140 km/h ont paralysé la circulation. Mon camion a basculé et on a fait un vol plané. On s'est retrouvé au sol sans pouvoir rien faire. Sous la pression des vagues, une plateforme offshore en Écosse a même rompu ses amarres et il a fallu l'intervention d'un bateau remorqueur pour que la plateforme ne parte pas à la dérive. 48 heures après l'effondrement d'un immeuble au Caire en Égypte, les sauveteurs sont parvenus à dégager tout de même des décombres 2 survivantes, 2 femmes. Le dernier bilan est de 10 morts et 90 disparus dans l'effondrement de cet immeuble de 11 étages au Caire. Au Zaïre, nous sommes au bord d'une catastrophe humanitaire comparable à celle du Rwanda en 1994. C'est ce que pense Xavier Emmanuelis, secrétaire d'État français à l'action humanitaire. Il l'a déclaré aujourd'hui. Alors que les combats entraînent les réfugiés à se regrouper dans des camps déjà surpeuplés. François Cornet. Ils enfuient l'horreur, la guerre, la mort. Au bout du chemin, ils vont trouver l'enfer, comme dans ce camp de Mukunga, sur les rives du lac Kivu, dans l'est du Zaïre, devenu le plus grand camp de réfugiés du monde. Avec l'arrivée de plus de 200 000 Hutus et de déplacés zaïrois qui fuient l'avancée des rebelles Tutsis, la population de ce camp de Mukunga a doublé en moins de 24 heures. Aujourd'hui, le spectre des épidémies refait surface dans ces camps surchargés, privés de tout. On se souvient qu'en 1994, après le génocide au Rwanda, le choléra avait tué plus de 50 000 réfugiés uniquement à Goma. Les organisations humanitaires annoncent leur impuissance et diagnostiquent une catastrophe humanitaire dans l'est du Zaïre pire que celle de 1994. Ce matin, la France a tiré la sonnette d'alarme, mais ne veut intervenir que dans le cadre d'une action internationale. Elle n'envisage pas de se lancer dans une opération de type turquoise réalisée voici 2 ans dans le sud-ouest du Rwanda. La catastrophe que je vous annonce, si on ne fait rien, n'est pas encore arrivée. Donc il y a encore des moyens d'agir. Il faut pouvoir atteindre les gens, donc envoyer de la nourriture, des médicaments contre les problèmes de gastroentérite, contre les problèmes respiratoires, contre le paludisme, et bien entendu au plan médical, des médecins, des infirmières, pour enrayer cette catastrophe annoncée. Et j'espère qu'on va aller le plus vite possible. La France fait pression auprès de ses partenaires. Pour ajouter encore au calvaire des réfugiés pris en tenaille entre des forces armées incontrôlées, rejoints par des déplacés fuyant leur village affolés par les combats, la saison des pluies s'est abattue sur la région des Grands Lacs, multipliant les risques de paludisme. À une semaine des élections présidentielles américaines, les jeux semblent faits. Le président sortant, Bill Clinton, dispose de 17 à 20 points d'avance dans les sondages sur son concurrent, le républicain Bob Dole. Pour autant, la campagne se poursuit avec de plus en plus d'agressivité que l'on retrouve dans les messages publicitaires des candidats sur les télévisions. Philippe Gassot, Washington. Les meetings à travers les États-Unis, qui avancent à marche forcée, ne seraient pas grand-chose s'ils n'étaient relayés quotidiennement par les chaînes de télévision grandes et petites. Mais ce qui marque le plus dans l'esprit des Américains, ce sont les joutes télévisées par messages interposés. Actuellement, et pour les 10 derniers jours de la campagne, ce sont 1,5 million de dollars qui sont mis dans la balance dans chacun des camps. On ne se fait pas de cadeaux et même avec 20 points d'avance, rien n'est acquis.
Les Républicains attaquent sans nuance. Que va-t-il se passer si les démocrates contrôlent le Congrès et la Maison-Blanche? On a connu ça, vous vous souvenez? La plus forte augmentation d'impôts de l'histoire, la plus forte gabegie jamais vue. Un pouvoir qui tente de contrôler l'aide sociale, des groupes de pression qui tentent désespérément d'acheter les députés pour le compte des démocrates. Je serai le président qui protège et développe l'aide sociale. J'étais là, je me suis battu contre l'aide sociale, l'un des rares qui ait voté contre. Les Républicains ont tenté de réduire l'aide sociale de 270 milliards de dollars. Donner aux enfants une chance dans la vie, l'éducation. Nous allons éliminer le département de l'éducation. On n'en a pas besoin à la première place, j'ai voté contre. Dole a essayé de réduire l'aide à l'éducation. Il s'est trompé dans le passé, il se trompera dans notre futur. Contre l'agressivité, les démocrates donnent l'image de la sérénité. Les républicains, eux, dramatisent. Pour les enfants américains qui ont été dépendants de la drogue sous Clinton, ces excuses sont mesquines et trop tardives. Après avoir utilisé le cinéma, les hommes politiques sont au début des années 50 passés à la télévision. Une télévision qui est devenue importante à tel point que c'est le premier budget d'une campagne présidentielle. À Vienne, en Autriche, a commencé cet après-midi une vente aux enchères très particulière. Il s'agit d'environ 8000 œuvres d'art confisquées à des familles juives par les nazis entre 1938 et 1945. Selon la maison Christie's qui procède à la vente, elle devrait rapporter environ 20 millions de francs qui seront distribués à des victimes de l'Holocauste ou encore à leurs familles. Parmi les spectateurs de cette vente, de nombreux Israéliens, parmi lesquels nous avons suivi 2 anciens habitants de Vienne qui avaient fui leur pays juste avant la déclaration de guerre et qu'ils retrouvent aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. L'enquête d'Isabelle Bechler et Pierre Moscovitch est intitulée ce soir « L'art confisqué ». Là-haut, au 7 de la rue des Juifs, a habité jusqu'en 1934 une de mes voisines de Haïfa. Elle a 97 ans aujourd'hui. Elie et Julius vivent désormais en Israël. Ils ont pu quitter l'Autriche à l'adolescence, juste avant la guerre. Dans cette rue de l'ancien quartier juif, dans la synagogue reconstruite, Julius se rappelle l'irruption nazie chez ses parents en 1938. Ils ont tout de suite défoncé notre porte avec des baïonnettes ou je ne sais plus quelles armes. Ils ont menacé toute ma famille. Ils nous ont battus. Et tout a été mis sans dessus-dessous. Tous les objets de valeur ont été rassemblés dans des paniers. La radio, les bijoux, l'argent liquide bien sûr, en priorité, et surtout la superbe collection d'argenterie de mes parents. La plupart des foyers juifs d'Europe a été pillée consciencieusement. Rien que de France, 29 000 wagons ont transporté des richesses vers l'Allemagne. Volés par les seigneurs du Reich. Voici des lingots d'or. Voilà les objets devenus anonymes que les Américains ont découverts à la Libération. Des tableaux de maître. En Autriche, c'est dans le secret du monastère de Mauerbach qu'ont été entreposées ces œuvres, sous la garde jalouse des monuments historiques. Dans le but de retrouver les propriétaires, nous avons établi cette liste de 8000 objets. Elle était disponible pour consultation dans toutes nos ambassades de par le monde. Mais l'Autriche n'a pas fait de zèle pour donner à cette liste la publicité méritée. Autant dire que Julius et Elie n'ont jamais rien retrouvé des biens de leurs parents. Ils sont venus voir l'exposition Mauerbach sans espoir précis. Je suis venu par curiosité. Je voulais vraiment savoir ce que les Autrichiens avaient bien pu cacher pendant ces 52 ans. Je dois dire que je ne me sentirais pas bien dans ma peau si j'achetais une de ces œuvres. Je ne pourrais pas m'empêcher de me demander, en la regardant au mur, qui étaient ces véritables propriétaires et surtout, quel a été leur destin. Derrière ces œuvres en déshérence, on peut imaginer des familles dénoncées, bafouées, déportées, anéanties, des juifs, mais aussi des militants anti-nazis. On peut plus simplement admirer le patrimoine artistique de l'Europe centrale. De très très belles choses.
Belle, c'est sûr, mais quelle est leur signification? Moi, ça m'angoisserait un peu. Ah oui? Bah oui, à cause du passé. Oh bon. La vente se fera au profit de la communauté juive autrichienne avec le concours prestigieux et bénévole d'un commissaire-priseur britannique. Il aura fallu attendre 52 ans pour que ces œuvres reviennent au jour. Personne ne peut rester assis sur les biens juifs. Nous espérons que cette vente, par son impact symbolique, amènera d'autres gouvernements européens à agir. Ce seront finalement les marchands d'art qui feront la cote, plus que le souvenir ou l'hommage aux disparus. C'est des œuvres qui ont disparu depuis longtemps et qui réapparaissent, donc c'est toujours intéressant. Mais la vente est très bien annoncée partout en Europe et il faut s'attendre à des enchères élevées. Grâce à l'initiative de l'État autrichien, les œuvres d'art du trésor de Mauerbach vont ainsi reprendre leur destin d'œuvres d'art, changer de main malgré les horreurs de l'histoire. Il reste les fantômes des hommes derrière les œuvres. Et le maire de Paris, Jean Tibéri, annonce la suspension des ventes des biens immobiliers du domaine privé de la mairie tant qu'une vérification complète des biens des familles juives confisquées pendant la guerre n'aura pas été opérée. L'enfant de 3 ans, retrouvé il y a 5 jours dans un centre commercial de Metz, attend toujours ses parents. Pour l'instant, la police n'a aucune piste. Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. Depuis quelques jours, le visage de cet enfant est dans tous les journaux. Une simple photo, mais c'est peut-être l'un de ses tout derniers espoirs de retrouver sa famille, car ce jeune garçon de 3 ans a été recueilli jeudi dans ce centre commercial de Metz, tandis qu'il errait dans les couloirs. Malgré les appels des hôtesses, personne n'est venu le demander. Ceux qui ont pu approcher l'enfant l'ont trouvé inquiet, bien sûr, mais pas maltraité. D'après ce que j'ai pu voir, il était en bonne santé, ce qui a été confirmé donc en fin d'après-midi par les policiers en civil, enfin les 2 femmes policiers qui sont venues me voir le soir même pour voir si j'avais du nouveau, qui m'ont confirmé qu'a priori, après un examen, donc il n'y avait aucun signe extérieur de violence, qu'il était bien nourri, par contre qu'il avait plusieurs épaisseurs de vêtements sur lui. Des épaisseurs de vêtements qui cautionneraient la thèse de l'abandon. Mais la police pense aussi que le jeune garçon pourrait appartenir à une famille d'immigrés clandestins qui n'osent pas venir le récupérer. Des recherches ont été effectuées dans ce quartier notamment, mais personne ne l'a reconnu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais venu dans le magasin. Jamais, c'est sûr. Je suis sûr comme ça, jamais vu en magasin. L'enfant est aujourd'hui placé dans ce centre en attendant que sa famille se manifeste. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le pompier enseveli depuis dimanche soir dans un puits a été dégagé aujourd'hui vers midi. Blessé aux jambes, ce pompier volontaire était descendu dans ce puits pour sauver un chien. C'est au fond du puits qu'il a été enseveli sous une pluie de gravats. Tout est bien qui finit bien. Le chien a également été sauvé. La Russie fait l'apprentissage de la société de consommation et de ses travers, à savoir les contrefaçons en tout genre. Exemple, aujourd'hui, les stylos Bic, une marque déposée mais recopiée. Reportage de Dominique Derda, Éric Mézy. D'abord, ils se sont fait passer pour des clients, puis les policiers ont sorti leurs cartes. Service de lutte contre le crime économique. L'importateur indien semble ne pas comprendre. Derrière les policiers, le représentant français de la marque Bic. Ça, c'est des BIG, Big. Oui, répond le grossiste, Big. Mais c'est de la contrefaçon, c'est pas des vrais Bic. Non, non, reprend l'Indien, pas des vrais Bic. Il aura fallu 2 mois d'enquête pour en arriver là. Dans les entrepôts, les Français découvrent 1,5 million de stylos. Tout ça, c'est du faux. Alors ça, c'est du top. Voilà. Des imitations vendues 50 centimes sur le marché russe, 4 fois moins cher que les originaux. Des copies de Bic encore. Les Russes utilisent ces produits. Donc ils considèrent que les produits Bic sont de mauvaise qualité. Et il y a une association de la marque entre BIC, entre Bic et Big. Alors que ce n'est pas du tout la même qualité de produit. Les policiers pourtant ne se font guère d'illusions. L'entreprise, ruinée par le procès à venir, renaîtra sans doute ailleurs, sous un autre nom. À moins que ce genre d'opération ne se multiplie et que les faussaires finissent par se lasser de voir leurs marchandises s'envoler en fumée. Le 15 octobre dernier, ce sont plusieurs milliers de paires de chaussures de sport qui ont été détruites. Bic, Reebok, Microsoft, peu à peu, les fabricants occidentaux osent s'attaquer à la contrefaçon. Mais peut-être est-ce par crainte de représailles mafieuses, beaucoup préfèrent fermer les yeux. Pour 25 francs au coin de la rue cet après-midi, nous avons acheté cette copie pirate d'Independence Day. Ça fait déjà 1 mois qu'on la trouve dans tous les kiosques de Moscou.
Certes, la copie n'est pas de première qualité, mais pour 25 francs, que demander de plus? Pour un peu moins cher, 16 francs, les tout derniers disques compacts américains en droite ligne de Pologne ou de Bulgarie. Avec la chute du communisme, les Russes ont découvert les joies du marché libre. D'ailleurs, pour épater vos amis, pourquoi ne pas vous offrir une vraie fausse carte du KGB à 5 francs pièce? Avouez que c'est donné. Quant à l'Angleterre, elle n'est plus ce qu'elle était. La gardienne des traditions vient de remettre en cause les autobus impériaux et envisage de faire de même pour le casque de ses policiers, les célèbres bobbies. Ces derniers ne sont pas d'accord, ils en ont perdu leur flegme légendaire. Londres, Étienne Lénart. Pourtant, le projet de réforme était parti d'une bonne intention. Dans les manifestations, le couvre-chef des policiers britanniques a tendance un peu facilement à prendre le large. Mais le casque du bobby est partie intégrante du patrimoine national. Il sert à tout, vraiment à tout, et les réformateurs zélés ont pris un sacré risque en proposant purement et simplement de remiser dans les vitrines d'un musée 170 ans d'histoire. Il faut vivre avec son temps. Ça ne sert à rien de regretter le policier des années 60. Nos bobbies doivent être équipés de manière moderne pour être protégés correctement et bien faire leur travail. De là à échanger celui-ci contre celui-là, il y a un monde que la réforme enjambe allègrement, adjoignant au nouveau casque polystyrène version Tour de France et radio incorporée, une visière rabattable, anti-projectile, un gilet anti-coup de couteau et une paire de chaussures anti-pluie, bref, un côté police américaine qui a provoqué, selon un sondage interne, l'hilarité et la réprobation de 70% des policiers. Sur un plan personnel, je suis complètement opposé à cette réforme. Ce nouveau casque est ridicule, il est horrible. Qu'on nous donne des casques spéciaux pour les émeutes ou les manifestations violentes, mais quand je suis en patrouille tous les jours, je veux porter mon bon vieux casque de bobby. Le mois prochain, la base sera consultée avant qu'une décision définitive ne soit prise. Dans sa boulimie réformatrice, la Commission a tout de même annoncé qu'elle ne toucherait pas au look actuel des bobbies pour les cérémonies officielles et devant le 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. On respire. Tournoi de tennis de Bercy, très belle victoire du Français Arnaud Butch cet après-midi qui a battu l'Américain Courir en 2-7. François Brabant, Maryse Richard. Dans la carrière d'un joueur, il y a des victoires qui pèsent lourd. Celle qu'a remportée Arnaud Butch aujourd'hui pèse son poids d'autographe et de satisfaction. À l'arrivée, c'est un ex-numéro 1 mondial et la tête de série numéro 11 qui, par sa faute, sort par la petite porte. Un seul petit autographe à signer pour Jim Courier. C'est terminé. Pourtant, l'Américain a toujours le punch. Mais pour le jeu en finesse, Courier, c'est pas l'idéal. Arnaud Butch, lui, au contraire, aujourd'hui, savait tout faire. Et en plus, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Français n'a pas manqué de réussite. Écœuré, Courier ne s'en remettra pas, d'autant que la chance, de son côté, l'a définitivement abandonné. Butch bat Courier 6-4, 7-5 et se qualifie pour le 3e tour, et le public de Bercy pour le 2e jour est ravi. Ouais, c'est sûr que le public était super à la fin, ils m'ont vraiment encouragé. Bon, c'est ce qu'on attend ici en France, hein, donc, mais ils ont été particulièrement chauds et très très sympas comme d'habitude. Plus sympa en tout cas que Renneberg, l'Américain, avec Guy Forget. Pour une balle de match pas sympa, c'est une balle de match pas sympa. Après les défaites de Forget, mais aussi de Raoux, il ne reste plus côté français que Butch et Pioline pour casser la baraque. Cinéma, sorti demain sur les écrans du film américain Sleepers de Barry Levinson, déjà auteur entre autres de Rain Man. Il s'agit de l'histoire de 4 garçons dont la vie bascule totalement à la suite d'une condamnation ferme à la prison. À l'affiche, une belle brochette de stars américaines. Pascal Deschamps. Après la confrontation De Niro-Pacino dans Hit il y a quelques mois, Sleepers offre sans aucun doute l'affiche la plus alléchante de l'année. De Niro est là, mais aussi Dustin Hoffman et Brad Pitt. Les 2 premiers ont accepté 2 petits rôles dans un film dont la véritable star, c'est l'histoire. Celle de 4 adolescents qui, après une blague qui a mal tourné, se retrouvent en prison. Violés, torturés par leurs gardiens, ils trouveront 12 ans plus tard le moyen de se venger. Une histoire en partie vraie tirée d'un récit autobiographique qui fit scandale à sa sortie. Le film de Barry Levinson reprend à son compte la dénonciation des dérives du système pénitentiaire. Tourne-toi face au mur!
toi à genoux. J'espère qu'il y a encore une place pour un cinéma qui défend des idées. Un cinéma qui, tout comme un éditorial dans un journal ou un livre, participe au débat social, un cinéma dont on puisse débattre. De plus en plus, le cinéma n'a plus rien à voir avec l'esprit. Il est bourré d'explosions, d'effets spéciaux. C'est très attrayant, mais quand on en sort, on n'a pas à réfléchir. Essuie les larmes sur ta figure, ne leur montre pas. Ne leur montre pas que tu pleures. Ne leur donne pas ce plaisir. Est-ce qu'une histoire comme celle-ci aurait pu vous arriver à vous qui avez grandi dans un quartier populaire de New York? Oui, c'est possible. Vous savez, c'est finalement un coup du destin. Ces gamins-là n'ont pas eu de chance. Ils ont fait une bêtise qui a dégénéré, mais ce ne sont pas des mauvais garçons, ça peut arriver à n'importe qui. Notre heure est venue. Mais qu'est-ce que tu dis, mec? C'est le moment, Shakes. L'heure de la vengeance a sonné. Bien sûr, Barry Levinson connaît son boulot. Cette tragédie américaine, comme il l'appelle lui-même, a tous les atouts pour séduire le grand public. Suspense garanti, dénouement surprise et numéro d'acteurs, tous excellents. Un mélange des tons qui lui a valu la tiédeur de la critique lors du dernier festival de Venise. C'est bien dommage. Dans un instant, la météo, Sophie d'avant avec des températures, me dit-elle, en très nette baisse. 20h50 pour nous réchauffer. Louis de Funès dans les grandes vacances. 23h55, le dernier journal, Dorothée Lyrique. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Gilles de Robien, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. À 13h, vous retrouverez Patrick Chêne. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.